Bonjour et bienvenue à tous en cette fin d'après-midi ensoleillée. Merci de vous enfermer dans cet amphi aéré. J'avais peur qu'il n'y ait pas de fenêtre, mais donc l'air circule. Bienvenue, Emmanuel Kessler. Je suis chef du service économique de LCI, dont vous soutenez tous le passage en clair, qui sera décidé fin juillet. Et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette session consacrée à un thème intitulé « Déséquilibres internationaux et évolution démographique ». En fait, on va beaucoup parler de démographie et de l'impact de la démographie sur l'investissement et la croissance, qui est un sujet souvent peu évoqué par les économistes. Et c'est pour ça que ce panel, vous allez le voir, est assez diversifié. Cette session a été préparée par Laurence Boone du Cercle des économistes. Et avec moi sur cette tribune, Christian Grattalou, qui est géographe à l'Institut de géographie Paris Diderot, Shokaro Oshima, qui est président de l'Institut international des études économiques de Tokyo, Lu Ming, professeur à l'université Fundai de Shanghai, Henrik Enderlein, qui est directeur de l'Institut Jacques Delors à Berlin, professeur à la Hertie School for Governance, qui se trouve à Berlin, j'imagine aussi. Pierre Sellal, qui est secrétaire général du Quai d'Orsay. Éric Lombard, directeur général de Generali France. Puisque vous savez qu'on a peu de temps, on va tout de suite commencer par entrer dans le vif du sujet avec Laurence Boone. Je signale simplement, people, speakers who have slides, you have to say next to the person who is in the front of in the back of this room when you want to pass the slide. Laurence. Alors Laurence, donc, qui représente le Cercle des économistes, vous avez la chance de l'attendre encore quelques jours, car d'ici une dizaine de jours, ce sera silence radio, puisqu'elle sera conseillère du président de la République. Donc c'est une chance immense que vous avez de l'entendre aujourd'hui. Vous pourrez même peut-être lui poser des questions, mais pas sur ses nouvelles fonctions. Laurence. Merci. Merci pour la présentation impressionnante. Merci d'être ici alors qu'il fait aussi chaud. Aujourd'hui, on va donc vous parler de démographie et d'investissement et on va essayer de vous en donner une vision un petit peu plus globale, de voir ce que ça veut dire en matière de croissance et d'allocation de l'épargne à travers les différentes régions du monde. Moi, je vais parler très peu puisque les intervenants sont les stars du jour. Je vais juste vous donner quelques chiffres et essayer de donner 2 pistes de canaux pour essayer d'améliorer et d'adresser ces problèmes qui sont créés par la démographie dans les différentes régions du monde. Donc quelques chiffres pour commencer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle plus d'explosion de la population. Vous savez qu'elle a doublé au cours du XXe siècle. Elle ne va pas doubler au cours de ce siècle. En revanche, ce qui va doubler, c'est la population des plus de 65 ans, qui va représenter 1,1 milliard, qui va représenter plus de 1,1 milliard d'ici à une vingtaine d'années, soit 13% de la population mondiale. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce phénomène frappe toutes les régions du monde, sauf certains pays d'Asie et d'Afrique. Au Japon, par exemple, au même horizon, on aura 69 personnes âgées pour 100 actifs. Chez les émergents, on n'en aura que 20 pour 100 actifs. Donc ça touche tout le monde, ça touche en particulier la Chine, mais d'une façon très inégale. Et alors après, si on veut se faire peur, on regarde les projections des Nations Unies sur l'impact que ces mouvements de population ont sur la croissance. Et les Nations Unies nous prévenissent un avenir très rose, puisqu'on aurait une diminution du taux de croissance des économies d'1 tiers à 50% suivant les régions. Si je vous donne quelques exemples, le Japon, qui a aujourd'hui un taux de croissance réel de 2%, ça le ramène à 1%. L'Allemagne, qui a un taux de croissance tendanciel, et je parle sous le contrôle de mon voisin de droite, de l'ordre de 1 à 1,5%, serait ramené à peu près 0,5%. Donc on parle de chiffres très très impressionnants. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Mes amis vous présenteront les différentes vues à travers le monde. Moi je voudrais insister sur 2 canaux. Le premier, c'est celui de l'emploi et de la participation accrue des jeunes, des femmes, des seniors et surtout de l'importance de l'éducation. Et le deuxième, c'est bien sûr la finance, en améliorer la gouvernance et surtout améliorer la transmission de l'épargne vers l'investissement. Je vais juste passer 30 secondes sur chacun des points et puis donner la parole au reste du panel. Sur l'emploi et sur l'employabilité, on a tendance à se concentrer beaucoup sur la durée du travail et c'est vrai que l'espérance de vie a augmenté d'à peu près 10 ans depuis les années 70.
Moi, je voudrais insister un petit peu plus sur l'éducation et les bienfaits de l'éducation, et notamment sur la participation des différentes populations. D'abord, les gens travaillent beaucoup plus longtemps. À peu près la moitié des jeunes centenaires travaillent en Allemagne, ce qui est colossal. Et à peu près 20% des Américains de plus de 65 ans travaillent. C'était à peu près 10% dans les années 2000. Donc voilà un grand changement. Chez les femmes, il y a aussi une participation accrue, mais on est toujours loin derrière les hommes. Si je vous donne quelques chiffres, on a augmenté le taux de participation des femmes de 10 à 20 points depuis les années 80. C'est colossal. Mais on a toujours de fortes inégalités par rapport aux hommes et entre pays. 3 exemples, les États-Unis, taux de participation des femmes 70%, les hommes 80%. La France, taux de participation des femmes, et je parle sous le contrôle de la salle parce que je vois beaucoup d'experts en ce domaine, 62%, les hommes 76%. Enfin l'Italie, taux de participation des femmes 50%, on a beaucoup de progrès à faire, celui des hommes 72%. Donc on voit là qu'il y a un vivier d'emploi qui a de quoi soutenir la croissance. Maintenant pourquoi est-ce que l'éducation, c'est important? On le sait, bien sûr, mais particulièrement pour le problème du vieillissement, parce qu'on constate que les gens qui travaillent le plus tard, avec les meilleures rémunérations, dans les meilleures conditions, sont les gens qui ont un meilleur niveau d'éducation. Là encore, quelques chiffres. Aux États-Unis, 65% de la population avec un bac plus 5 continue de travailler au-delà de 62 ans et jusqu'à 74 ans. Si vous regardez les gens qui ont juste le niveau équivalent du bac, on parle de 32%. On va retrouver ce même écart en Europe où on a à peu près 50% des bacs plus 5 et plus qui continuent de travailler entre 62 et 74 et seulement 25% pour les autres. Donc on voit qu'il y a là une source d'inégalité qui est non seulement très présente chez nous, mais qui va se retrouver aussi dans les grands déséquilibres mondiaux puisque tous les pays n'ont pas une population aussi éduquée les uns que les autres. Je pense en particulier à la Chine, où près de la moitié des travailleurs chinois entre 50 et 64 ans n'ont pas fini l'école primaire. Donc on voit bien que s'attaquer à l'éducation, c'est non seulement adresser le problème du vieillissement de façon générale, mais c'est aussi réduire les inégalités et réduire la fragmentation entre une population éduquée et une population non éduquée. Donc ça, c'était pour mon premier point sur l'épargne. Et je vais faire un point rapide sur l'épargne et la finance sans préroger de ce que va dire Eric tout à l'heure. D'abord, une chose qu'on a peu en tête, c'est qu'à court terme, avant que le vieillissement se fasse sentir, l'épargne est en augmentation. L'épargne est en augmentation parce qu'on est en train de corriger les erreurs de la crise financière de 2008 que vous connaissez bien, et parce qu'on est aussi en phase d'enrichissement global, au niveau global des pays, donc avec des personnes qui ont plus la capacité d'épargner. J'insiste aussi sur le fait que ce vieillissement est source d'épargne, au moins dans le court terme, puisque ce sont les personnes qui sont les plus avancées en âge qui épargnent le plus. Je vais vous citer là aussi un petit chiffre. La part de la rémunération des populations âgées entre 60 et 74 ans aux États-Unis est passée de 7 à 13% depuis 2000. Donc là aussi, il y a un point de leverage. Enfin, comme il y a une certaine privatisation des systèmes de retraite dans beaucoup de pays, ça aussi, ça fait de l'épargne supplémentaire. Le problème, on le connaît, c'est que cette épargne n'est pas toujours dirigée vers les investissements les plus productifs. Et là, c'est juste quelques questions auxquelles Eric pourra répondre tout à l'heure. D'abord, l'épargne, intermédiée par les grands fonds de pension et d'assurance, a un peu tendance à se diriger plus vers l'obligataire souverain que vers les actifs. Et ensuite, quand elle se dirige vers des investissements, c'est plus des actifs déjà existants, rarement de nouvelles créations. Donc on a plus tendance, ou on peut avoir tendance ainsi à pousser le prix des actifs et pas nécessairement pousser la capacité à croître. La deuxième chose, et c'est quelque chose dont on parlait beaucoup avant la crise, mais qui revient aussi aujourd'hui, les grands pays émergents exportateurs ont tendance à investir chez les pays développés, parce qu'ils ont beaucoup de réserves, alors qu'on devrait voir chez les pays développés beaucoup d'épargne partir chez les pays émergents ou les pays exportateurs, où les pays connaissent une croissance beaucoup plus élevée. Donc là, il y a sûrement des choses à faire en matière de réglementation et de prise de risque pour réallouer la direction de l'épargne vers l'investissement. Une troisième chose peut-être, c'est amener à un certain degré de sophistication aussi chez les pays émergents, puisqu'une des raisons pour laquelle ils n'investissent pas chez eux est aussi parce que leur système financier manque de sophistication. Voilà, je crois que j'ai déjà été trop longue, donc je vais m'arrêter là et passer la parole au panel. Un petit peu, mais on ne vous en veut pas, Laurence. Je précise malgré tout, pour que ce débat se tienne dans un laps de temps qui reste raisonnable,
que chacun des intervenants, je suis désolé d'avoir ce rôle un peu de gendarme, mais c'est vrai pour tous les animateurs, s'est engagé à ne pas dépasser les 7 minutes, de façon à ce qu'il puisse y avoir un dialogue avec vous, ce qui est tout de même important. Vous avez brossé le tableau, je crois, de ces tensions entre démographie et économie. On va rester sur un point de vue un peu géographique avec vous, Christian Gratel. Oui, bonjour. Je vais être un peu atteint de toc parce qu'il faut que je fasse passer mes diapos, ça ne commence pas d'ailleurs, tout en vérifiant en même temps de l'autre côté. Donc voilà, allez-y. Je vais essayer d'être très très rapide. Donc ça sera néanmoins en 7 minutes. Je devrais pouvoir vous raconter l'histoire du monde depuis seulement 5 siècles. Hein, je me limiterai à ça. Sachant que quand on va démarrer, j'ai mis une image de Braudel pour rappeler un peu la configuration du monde il y a 6 siècles à peu près, au 15e. C'est un demi-milliard, puisqu'on a rappelé qu'on en était à peu plus de 7 maintenant. Donc c'est cette augmentation de masse dont il faut d'abord être conscient. Mais ça va jouer aussi sur ce quoi je vais insister, sur la composition par âge. Alors, vous avez l'essentiel de la population, presque les 3/4, dans l'axe de l'Ancien Monde, entre Méditerranée et les mers de Chine. L'Ancien Monde, c'est à peu près 80% de l'humanité, et les Nouveaux Mondes... oui, ça ne suit pas, il y a encore un. Donc, les Nouveaux Mondes, mettez les 3 suivants. Hein. Donc, les Nouveaux Mondes, ça représente à peu près 100 millions d'habitants. Vous allez voir pourquoi je vous rappelle ça, parce qu'ils vont quasiment disparaître. Alors, c'est... Encore Allez-y. Donc là, nous avons l'essentiel, puisque au panel, on avait des Européens et des gens de l'Orient. C'est les deux bouts que l'on va, sur quoi je vais insister en parlant de, justement, ce grand challenge du point de vue démographique entre les deux bouts de cet axe, le centre s'étant au contraire, mais c'est du passé par rapport à cette histoire, largement effondré démographiquement en pourcentage relatif. Alors, l'Europe, là, il y a toute une série, mettez toutes les flèches, hein. Là, il y a toute une série de flèches qui remarquent l'expansion de l'Europe médiévale. C'est constamment, jusqu'au XXe siècle, un monde en croissance démographique et un monde en rajeunissement constant. Ça, c'est un élément central. L'Europe a été un monde de jeunes en expansion. Et la dernière flèche qui n'est pas là, voilà, mettez-la, on élimine les croisades et au contraire on traverse l'Atlantique, c'est justement l'expansion démographique coloniale qu'on va voir surtout au XIXe siècle. Alors, il ne faut pas oublier une chose. Si je vous mets l'Empire mongol du XIIIe siècle, c'est que ce qui avait unifié largement ce monde, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est des considérations géopolitiques qui concernent ce monde plein. Ce monde plein, il va être dopé sur le plan des échanges et de l'accumulation de richesses au XIIIe, XIVe siècle grâce à cette extraordinaire connexion des sociétés. Mais en même temps, ça devient aussi un grand bassin épidémiologique. Donc, ce que vous avez là, c'est la peste noire, c'est-à-dire le fait qu'un tiers de cette population, à des moments divers, mais sur un petit siècle, hein, va disparaître. Donc, il y a une récession démographique extrêmement forte à cause justement d'une mondialisation à l'échelle de l'Ancien Monde. Alors, au XVe siècle, lorsque les échanges reprennent, on va partir aux deux bouts. Du côté oriental, c'est les grands voyages chinois de Cheng He, et du côté occidental, ça a l'air modeste, mais ça va, parce que l'Atlantique est beaucoup moins large, ça va avoir des conséquences considérables. Alors, l'une de ces conséquences, c'est ce qu'on appelle souvent l'échange colombien. C'est-à-dire que les Européens, vous avez une courbe du Pérou hein, qui a été faite par des historiens, 90% de la population est morte. On ne connaît aucune catastrophe démographique de ce type-là. C'est-à-dire que la population des Indiens d'Amérique a disparu à peu près à 90% et n'a retrouvé son état du XVe siècle qu'au début du XXe, mais en fait avec du métissage européen. Donc les nouveaux mondes, parce que ça s'est reproduit ailleurs, les nouveaux mondes ont été vidés. Ce n'est pas la faute des Européens, ça aurait été n'importe qui porteur de ces microbes de l'ancien monde. J'ai mis un petit tableau avec la dissymétrie des microbes. C'est n'importe quelle de ces sociétés qui étaient moins connectées ont été démolies par les microbes des sociétés qui étaient en échange les unes avec les autres. Ça, c'est un des tournants démographiques essentiels du monde. Alors, cela a entre autres comme conséquence la traite atlantique, car il a fallu remplir l'Amérique de travailleurs pour les Européens, et donc on les a utilisés en partant de l'Afrique noire, qui à son tour a vidé démographiquement l'Afrique noire. Donc là, vous avez des mouvements importants de population qui ont abouti à concentrer des flux de richesses sur l'axe de l'Ancien Monde.
D'où j'avais mis en hommage ce jeu sur la comparaison au XVIIIe siècle. La Chine, j'ai mis une carte, passons voilà. La Chine, c'est une carte de Braudel. La Chine s'étend démographiquement localement et en même temps, pratiquement au XVIIIe siècle, l'Europe s'étend mondialement. Tout simplement parce qu'au XIXe siècle, l'Europe est la plus jeune. La transition démographique qui s'est amorcée en France d'abord, dans le reste de l'Europe ensuite, dans le cours du XIXe siècle, a fait qu'on était dans des masses de population qui ont quadruplé sur place, plus à peu près un cinquième de la population qui est partie hors d'Europe pour peupler les nouveaux mondes. Et là, vous aviez une population particulièrement jeune. Évidemment, c'est l'inverse de la situation actuelle. Ce qui fait que cette transition démographique différenciée qui s'est étalée, je la traduis, et c'est ma dernière image, je la traduis par une carte qu'Hervé Lebras a fait et qu'on va bientôt publier, qui est très simple. C'est la transition avec les exposés qui vont suivre. Le nombre d'inactifs pour un actif. Enfin, je veux dire par là, le nombre de très jeunes, des moins de 15 ans, et des vieux, par rapport aux gens qui ont entre 15 et 65 ans. Donc, vous avez là combien une personne d'âge actif, quel que soit son statut, ça peut être une mère de famille si vous voulez, qui travaille pour l'ensemble de la société, par rapport à combien de personnes a-t-elle en charge. Et bien, voyez qu'en bleu, vous avez les pays les plus jeunes, en gros l'Afrique subsaharienne, les pays les plus vieux, le Japon, les Européens, et en rouge, vous avez aujourd'hui les BRICS, les émergents, et avec un rouge moins foncé, les États-Unis. Tout ça ne va bouger dans peu de temps. La Chine va passer dans les bleus, les États-Unis vont bleuir aussi un peu. L'Afrique noire va passer du bleu au rouge, inversement. Donc là, vous avez des perspectives d'avenir, ce qui n'est plus mon domaine de géohistorien, donc je m'arrête. Mettez les deux dernières images. Merci. Christian Gracalou. Ça marche pas. On va donc entendre M. Oshima. C'est intéressant parce que votre dernière carte, évidemment, nourrit l'ensemble de la réflexion en montrant l'ampleur de ces déséquilibres. Voilà, l'ampleur. Bravo, vous êtes plus geek que moi. On voit l'ampleur de ces déséquilibres, des situations contrastées au sein même d'un continent, comme le continent asiatique. C'est pourquoi on va entendre avec intérêt ce que va nous dire M. Oshima tout de suite. It's an honor to speak before you. Thank you so much. Can you hear me? Can you hear me? Okay. I have been given 7 minutes, and I have 34 slides, which means less than 15 seconds for a slide. So I will pass on many of them. Could you show me the slide number 4? I will first talk about the Japanese demographic challenge. I will talk about Benomics, and then I'll talk about TPP, which is a trade and investment liberalization across the Pacific. Now, this is the figure for the Japanese demographic projection. It is projected to decrease by more than 1 million by 2030. And then in total will be below 100 million to about 99 by 2048. The recent goal set by the government is to maintain at least 100 million into the future, not to have this projection materialized. Another factor is that over 65 will increase to almost a third of total by 2030. You can see the graph going up, rightward and upward. That's the situation we are faced with. Next slide, please. This is the labor force projection. No, the one before. Yeah. The bottom, the 2012 is the third from the right, and 2030 the projection is the rightmost. You can see that decrease in the age group 30 to 59, increase in age group over 60 and 65. And of course, I'm one of the over 65. Thank you very much. Next slide. This is the participation rate for men and women. The blue line declining is men because of the aging. Red is on flat plateau. This is despite aging for women, meaning the participation rate is increasing. Next slide, please. Yes. Due to the long-term declining savings rate, household savings will decline, which is indicated in the black graph. And as the economy picks up, as I will show later, it is picking up, and as investments increase,
savings of corporate sector would also decrease, which is shown in blue. On the right, it's a long time frame, so it doesn't show immediately. But if you look at the right hand, a few decades, you see a increase and then decrease, and this is the situation we're now faced with. On the external factor, we see the positive savings, meaning we are importing funds. So let's move on to Abenomics. Abenomics is a set of policies introduced by Prime Minister Abe when he came into power. Effectively, from the beginning of last year, he came to power on the last few days of 2012. Now, immediately he set in motion a number of policies, which, as you may know, is called 3 arrows. First arrow had to do with aggressive monetary policy, aiming at 2% of inflation rate, which is almost now being achieved. Now, second was a package of fiscal stimulus. This is also working. And then the third is a set of revitalization, deregulation, reform measures, which is often grouped together as a third arrow growth strategy. Can you move to the second panel 10, which shows the growth? It's on the right-hand corner. The growth rate in FY 2013 is 2.3. This is real, not nominal, real growth, which is pretty good for an old, aging economy, if I may say so. Next slide shows you the CPI. We have been, as you know, cursed with a deflation of almost 20 years. Now it's moving up due to the monetary policies taken under the first arrow. It's almost core rate is 1.5 upwards, close to 2.0 of target. Now, second, next, yes, this is the employment figures. If you look at the red graph going down, now at the moment, unemployment rate is 3.6, which is almost full employment. So on these scores, in the next graph will show you the average monthly wage increase, which is now up to 2.08, which is obviously a huge jump, reflecting the very positive situation. And the corporate sector is contributing because they are sort of spending cash on these wage increases. And the next graph will show you the impact on savings. Assuming that economic recovery continues, outstanding household savings, which is famous in Japan for about 16 trillion yen worth of 1,600 trillion yen is held by the households. It would, if the price goes up, nominal savings will go up, but the real savings go down. That's the graph. Less than over 10% reduced over the time. So Abenomics has to do with dealing with these challenges, among other things. First, try to grow the economy, and then to deal with these issues at the same time. As I said, can you move on to slide 16? There are about 10 goals set by the government when they introduced the recent revitalization strategy, one of which has to do with number 4, corporate tax reform. This is to induce greater investment in Japan by domestic companies as well as foreign FDI. But related to demographics, 6, 7, 8 are important. 6 has to do with women. Parlez bien, speak in the microphone more closely because the sound. Okay, I'm sorry. I had. Il faut qu'il soit en face de vous, in face of you, in face of you. Okay, I'm sorry. I'm not very agile, so I'm not able to do 2 things at the same time. So that's the cost of being too old. 6 women, 7 working. Flexible practices, meaning greater liberalization in the labor market, and attract talent from overseas, meaning foreign workers. And then let's get to TPP. TPP is part and parcel of the Abenomics, because Abenomics gives priority to opening up the economy to the world. And one of the implications is for a push to conclude TPP at an early time. The next slide shows you what TPP is. TPP, as many of you know,
It's a free trade area, trade also inclusive of investment and other non-market access rules issues among trans-Pacific countries. There are 12 of them. You see them on the map there. So if this is concluded, the impact will be like so. Next slide, please. TPP members 12 comprise almost about 40%, 38% of the global GDP. Next slide, please. It comprises about 25%. The next slide. Yeah, 25% of global goods in. Well, I've been told to stop, so I have to stop. But let me just say a few things extra time. Overtime. This is the golden goal. I'm shooting for the golden goal. Okay. TPP is part and parcel of Abenomics. I've been working on this. I know the sense is that the agreement is close in hand. And if you move to the interesting graphs of 31, you see across the Pacific, the TPP links the old continent demographically deficit countries with the new continent countries that you have introduced earlier about, which may have had past problems. Now it's growing. Let's see slide 31, please. Oops. Well, anyway, it's there. Ouais. I'm sorry. So anyway, the importance of TPP is part and parcel of Abenomics, and it's linking the Pacific, new continent, new countries with East Asian countries. And that would have a demographic impact on Japan and elsewhere. Thank you very much. Alors, d'abord un mot de la personne qui traduit en français, notre interprète qui demande aux orateurs de bien vouloir parler dans le micro, en face, sans tourner la tête. Et en fait, ce sera beaucoup mieux si vous n'utilisez pas, si vous ne surutilisez pas les slides, qui en fait complexifient, ouais, j'en perds mon latin, votre propos, alors qu'il serait peut-être plus clair sans slide. Monsieur Lu Ming, c'est à vous de relever ce défi, alors que la situation, bien évidemment, de la Chine va être très différente de celle, en termes de démographie, que l'on vient d'analyser pour le Japon avec monsieur Oshima. Can you hear me? Okay. Thank you for inviting me here. As you know, that China is a very populous country, and it's also the one of the largest economy now in the world. But it's also seeing a very significant aging trend of the population. As you know, that the proportion of the population aged between 20 to 24 has peaked in the year 2012. And the life expectancy of Chinese population is now 75 already. And in the richest city like Shanghai, where I am from, it's actually 83. So, I mean, Shanghai is just like Japan. So how can still a developing country solve this very significant aging population problem? I think there are several resolutions to this aging population issue. The first is many people believe that the aging of the population is partly because of the one-child policy. But maybe in the history, I think a one-child policy played a very important role to reduce the growth rate of the population. But now, I don't think it's very important. Since this year, the central government of China tried to deregulate the birth of the second children. So now, if one of the parents, they are one child of their parents, they are entitled to have their second birth. But because the time is only half a year, we do not know very exactly what is the consequence of this reform. But as I can observe, many young parents, they have the rights to give the second child, but they don't want to do that. So this is even if the deregulation of the one-child policy will increase the population growth, we still need to wait for maybe 15 to 16 years to see the increase of the labor supply. So I don't think the deregulation of one-child policy is a very important policy tool to face this problem. So the second policy tool we can use is to postpone the retirement age.
In China, the retirement age is, I think it's beyond your imagination. It's very, very young. For women, it's only 50. For professionals, for some government officials, it's only 55. I mean, different occupations have different retirement age. For men, it's 55 or 60. So it's too young. So one of the policy we're now doing is to postpone the retirement age gradually from current age to the 65, maybe in 10 years. So this is a durable policy. The third issue we are also facing is the quality of population. By which I mean we need to improve the education quality. The per capita schooling years of the Chinese population is still growing, but if you look at the speed, it's actually slowing down, especially in the rural area. I mean, in the rural area, we still have 47% of Chinese population living in the rural area. And then, we still have 61 million children called as left behind children in China, by which we mean their parents have migrated to cities to work and live, but their children are left behind in their hometown to just being educated in the schools. The institutional reason for this is just because that we have a so-called household registration system. So if you are registered as a rural resident, you are not entitled to give the same access to the education and other public services. So they think it is too costly for them to have their children to be sent to public schools in the cities. So they educate their children in their hometown. But maybe each year their parents and children can only meet for once or twice. So this is a very bad policy. So in the future, the great challenge is to, for Chinese people, for Chinese government is to how to improve the education quality of the children, how to integrate the migrants into the cities to allow their children to move together with their parents to be educated in the cities. So this is a great challenge for us to face. And finally, I want to talk about one thing. As you know that the population is aging, as I have talked about, but at the same time, China also has almost the highest investment over GDP ratio. I mean, the saving ratio in China is really very high. So in the future, the task for Chinese government is to reduce rather than increase the saving ratio. So if the capital accumulation will slow down and the population growth will also slow down, I mean, the labor supply will be only growing very slowly, I mean, in the future. So the efficiency of the production will become more and more important. But now the question is, in the short run, if you look at the composition of the GDP growth, you will see that the consumption over GDP ratio in China is very low. But investment over GDP ratio is very, very high. One of the reasons is, China has adopted a very long-term policy of keeping the interest rate at a very low level. In the past 10 years, the real interest rate in China, I mean the nominal rate minus inflation rate, is almost 1% a year, the annual rate. But think about the growth rate. The growth rate is almost 10% a year, but interest rate is only 1% a year. So this is very low. It means that the central government wants to use this policy to encourage the enterprises and the local governments to borrow from the financial market. But the next question is, can this pattern of economic growth sustain? I mean, it's not possible because we rely on heavily on external demand from United States and European countries to buy our goods. But now the export growth is now slowing down. So the future for China is to increase our domestic demand. But if you look at the urbanization process, I mean, the household registration system is now also constraining the consumption of migrants. Because the migrants in the cities, they have an expectation that they will return to their hometown when they maybe are old than 40 years. So according to my research, given everything else is equal, the migrants will consume 30% less than a local urban resident. So in the future, we need to change the expectation of the migrants by changing their household registration to make them feel that their future is to live in the cities where they're working now. So, and finally, I mean, in the past 10 years, Chinese government is also trying to
direct economic resources to the inland provinces to support their economic development. But the question is the efficiency of resource allocation of this policy is very poor. So in recent years, you can see that the total factor productivity in Chinese economy is now actually declining very significantly. So in the future, we also need to reform the production factor markets to allocate the economic resources according to market process, so that they can be allocated to the more developed and more productive regions and sectors to increase the total GDP growth, so that we can use more resources to combat the challenges of the aging population. Thank you so much. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement clair et synthétique. On va revenir sur notre continent européen maintenant avec Henrik Enderlein. Je sais que vous avez passé une soirée difficile hier, Henrik, parce que pour livrer quelques confidences à ceux qui sont avec nous, votre épouse est française, donc il y a eu quelques tensions dans votre couple. Eh bien, sachez que nous vous accueillons avec tous les égards dus à un vainqueur. Voilà. Merci beaucoup. Le premier point sur ma liste, c'était surtout ne pas parler de football. C'est pour ça que je l'ai fait à votre place. Merci beaucoup. Voilà, donc moi je voudrais parler de l'Allemagne et j'ai un double défi. Premier, que là-bas il y a les slides. Deuxièmement, j'ai préparé les slides en anglais, mais j'ai décidé finalement de les présenter en français parce que le public me paraît être plus francophone. Je voulais éviter les interférences. Oui. Celui-là est mieux ? Voilà, parlez Très bien bien. dans le micro et toujours face à la salle, de façon Voilà. à ce qu'il n'y ait pas de difficulté pour les interprètes. Merci. Ce qui est important pour moi, je ne suis pas expert de la démographie, mais plutôt des finances publiques et de la politique budgétaire en Allemagne. Je voudrais parler d'une accusation qui est souvent évoquée à l'égard de l'Allemagne. Et Paul Krugman, j'ai posé la question, est-ce qu'il est dans la salle ? Parce que c'est lui qui s'adresse le plus à l'Allemagne, qui critique l'Allemagne et qui dit, vous voyez les deux citations ici, en gros, l'Allemagne, avec son désendettement et son manque d'investissement, est la source des problèmes en Europe. Deuxième point, même dans le monde, en faisant ce que l'Allemagne fait avec ses excédents commerciaux, l'Allemagne empêche la croissance et l'emploi dans le reste du monde. Deuxième slide, ce que vous allez voir, c'est que Paul Krugman n'a jamais écrit sur la démographie en Allemagne. Et c'est un problème qui est souvent sous-estimé. On vient d'entendre en parler, mais je voudrais vous donner quelques points. Vous pouvez tout mettre sur le slide. Quand on regarde, il y a un très beau conte allemand sur un géant fantôme. Quand on regarde de très loin, il paraît très grand, mais plus on se rapproche, plus il devient petit. Et quand on est à côté, c'est quelqu'un de normal. L'Allemagne est un peu ça aujourd'hui. Quand vous regardez de très loin, vous avez l'impression que l'Allemagne est en pleine croissance, tout va très bien. Mais quand vous vous rapprochez un tout petit peu, vous vous rendez très bien compte qu'il y a un problème. La grande différence, c'est qu'en Allemagne aujourd'hui, le vieillissement fait que la croissance va diminuer dans les décennies à venir. Et ce que je vous propose, c'est de faire un tout petit calcul très rapide. Nous pouvons faire des projections sur la population allemande, sur le développement de la population allemande, jusqu'en 2060 environ. Nous savons combien d'enfants sont déjà nés, nous pouvons faire développer quelques hypothèses sur la migration ou sur la participation des femmes ou la participation en général. Et donc nous pouvons estimer quel sera le taux de croissance de l'Allemagne dans son ensemble, donc le taux de croissance global, et non pas par tête. Et c'est ça ce que je vous propose. Si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que la population allemande active diminuant, vous appliquez un taux de croissance à chaque ouvrier qui correspond à peu près au taux de croissance des 20 dernières années, donc c'est 1,13 par an pour la période 92-2008, donc c'est un taux de croissance par ouvrier ou par personne dans la force du travail à peu près normal. Et ce que vous voyez là, c'est le développement du taux de croissance en Allemagne pour les prochaines décennies. C'est assez effrayant si vous regardez bien. Donc tout à gauche, vous voyez 51 jusqu'en 60, donc ça c'est l'après-guerre, les 30 glorieuses. Mais vous voyez que cette courbe descend d'une manière très constante, à peu près au milieu, donc 2011-2020, c'est là où on est aujourd'hui. Mais si vous regardez les prochaines étapes à venir, le taux de croissance jusqu'en 2060, sur base de cette extrapolation, sera de 0,3%
pour l'Allemagne en moyenne, en taux de croissance réelle, ou 0,5 si on applique quelques autres hypothèses de départ. Cette représentation-là fait extrêmement peur en Allemagne. Et elle n'est pas neutre par rapport à la politique budgétaire. Donc, ce que je voulais faire comme maintenant parler un peu de la politique budgétaire, vous vous rendez compte que cette stagnation au niveau du PIB va forcément se traduire dans une stagnation au niveau des recettes de l'État. Et il y a là un débat en Allemagne aujourd'hui sur la question, mais si les recettes de l'État diminuent, est-ce que les dépenses vont se réduire aussi? Et là, vous voyez deux logiques différentes. Avec ce que je viens de vous présenter, bien entendu, on parlait d'une augmentation du PIB par tête qui reste constante. Donc le PIB par tête va encore augmenter tous les ans par 1,1% environ. Mais dans la vision globale, il y a cette stagnation. Les recettes de l'État sont basées sur le global, non pas sur les recettes par tête, et les dépenses ne sont pas par tête non plus. Il y a quelques dépenses par tête, mais tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est école, tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est rue, et pour la population globale. Donc si vous avez stagnation au niveau du PIB, vous allez avoir stagnation au niveau des recettes de l'État. Et ça crée une nécessité de diminuer les dépenses publiques en Allemagne d'une manière structurelle sur les 40-50 années à venir. Donc, d'une certaine manière, vous avez là, si vous rajoutez à ça l'augmentation des dépenses à cause du vieillissement de la population, dépenses de santé, dépenses de sécurité sociale, vous avez là un double challenge, un double défi qui s'attaque à l'Allemagne, diminution des recettes et en même temps augmentation des dépenses. Si vous rajoutez à ça en plus peut-être une augmentation structurelle des taux d'intérêt sur les années à venir, vous avez là je dirais presque une catastrophe, où c'est perçu comme ça à Berlin, qui attend ce pays dans les années à venir. Et donc ça, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé quand on parle de l'Allemagne. Et tout cela, je le répète, a des taux de croissance normaux par personne travaillant dans cette société, donc de 1,2, 1,1%, ce qui est parfaitement normal. Sur ce graphique-là, vous voyez que la diminution des taux de croissance sur le long terme a été accompagnée d'une augmentation de la dette. Ça, c'est à peu près la même image pour tous les pays occidentaux, mais vous voyez que même l'Allemagne, qui est souvent présentée comme le pays modèle par rapport à la dette, a vu sa dette augmenter d'une manière très très nette. Et le taux de dette ou le rapport dette-PIB en Allemagne est exactement le même en France jusqu'à aujourd'hui, donc il n'y a pas là une différence fondamentale. Ce que vous voyez là, c'est que malgré cette augmentation de la dette en Allemagne, vous ne le voyez pas en fait, c'est écrit en tout petit, ça a tout changé. Ce que vous voyez tout en haut, c'est les dépenses de l'État ou du public par rapport au PIB. Donc c'est le quota PIB par rapport aux dépenses publiques par rapport au PIB. C'est environ 50% ce que vous voyez là en haut. La ligne juste dessous, c'est le recette de l'État qui reste stable depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Ce que vous voyez après, c'est les impôts et les contributions à la sécurité sociale. Donc en gros, ce que je veux vous montrer, c'est une image de stabilité par rapport aux recettes et aux dépenses de l'État depuis environ 50 années en Allemagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous regardez aujourd'hui, l'Allemagne est confrontée à un problème de recul de la croissance dans les décennies à venir, et d'un système d'impôts et de sécurité sociale extrêmement stable. Donc il va falloir introduire un changement fondamental pour retrouver un équilibre. Et il y a plusieurs options qui sont là, et je vais les décliner et arriver à la fin. Tout d'abord, on peut argumenter que l'Allemagne pourrait s'ouvrir et permettre plus de migration pour justement compenser cette baisse de la force du travail. C'est une solution simple. C'est ce que l'Allemagne essaye de faire dans cette crise, mais pour cela, il faut un ajustement culturel et un ajustement des structures des marchés du travail assez fondamental. Aujourd'hui, la résistance politique en Allemagne, elle est considérable par rapport à tout cela. Quand vous regardez justement la difficulté de devenir coiffeur en Allemagne, il faut une reconnaissance particulière par les chambres de commerce,
par toutes ces structures corporatistes en Allemagne, c'est extrêmement difficile d'ouvrir cela et donc de permettre au marché de l'emploi en Allemagne de s'ouvrir comme ce serait nécessaire. Mais donc ce volet-là, je rajouterai un petit bémol culturel aussi. L'Allemagne, un pays qui n'est pas laïque, l'Allemagne est un pays qui, depuis avant-hier, la possibilité d'avoir 2 nationalités, avant c'était même pas possible, donc toute la population turque qui habitait en Allemagne n'avait pas la double nationalité, mais uniquement la nationalité turque. Ce genre de développement sont extrêmement importants pour ce marché de travail de s'ouvrir. Deuxième grand point, les taux de participation des femmes. Le taux de participation des femmes est un autre élément sur lequel il faut jouer. Ça a été évoqué par Laurent, ça a été évoqué par rapport au cas de la Chine et aussi du Japon. L'Allemagne, malgré un taux de participation au global à peu près pareil qu'en France, a un taux de participation beaucoup plus faible quand il s'agit des emplois très bien payés, des emplois de grande qualité, et aussi du plein emploi. Beaucoup de femmes allemandes sont encore à des semi-postes ou à des 3/4, et donc c'est un deuxième volet qu'il faut voir. Troisième élément, bien sûr, on peut essayer d'augmenter la productivité. C'est la solution préférée des hommes et femmes politiques. Je reste toujours sceptique, comme tous les économistes, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, et même si on passe de 1,1 à 1,5, ça ne changerait pas fondamentalement la donne. Il faut aussi avoir en tête que les dépenses pour l'éducation en Allemagne et aussi pour l'infrastructure depuis 20 ans sont très très basses par rapport à la moyenne de l'OCDE, donc c'est aussi un aspect où le géant devient un peu plus petit quand on se rapproche. Donc, en conclusion, la seule issue possible, c'est justement le désendettement en Allemagne, même s'il y a un impact négatif sur d'autres pays. Mais je ne pense pas qu'on puisse appeler ça la beggar thy neighbor, donc prendre les fruits de la croissance des voisins, ce n'est pas l'intention de l'Allemagne, c'est vraiment plus ce défi structurel qui se pose. Ce qu'il faut, c'est agir dans d'autres domaines. Il faut faire augmenter les investissements en même temps pour justement préparer l'Allemagne pour ces changements structurels, sans doute augmenter l'âge de la retraite. Un débat qui a été mené en France par rapport à l'Allemagne. Aujourd'hui, en Allemagne, on est passé à 63 ans. Il faut travailler sur la politique de migration et finalement augmenter d'une manière significative le taux de participation des femmes. Voilà, merci beaucoup. Merci Henrik de vos explications tout à fait passionnantes qui nous permettent de nous mettre dans un point de vue allemand vu d'Allemagne et de ne pas projeter nos propres fantasmes ou désirs sur ce pays. Et on a envie de se demander, après votre exposé, puisqu'on ne peut pas compter sur l'Allemagne pour nous sortir de nos difficultés, peut-on compter sur l'Europe? C'est la question qu'on va poser à Pierre Sellal. Oui. À quoi doit se préparer l'Europe sur le plan diplomatique? Oui. On a un peu de mal avec les micros, je ne sais pas pourquoi. Je répète, à quoi doit se préparer l'Europe face aux évolutions démographiques? Je retiendrai deux choses seulement. La première, c'est se préparer à des trajectoires d'évolution démographique entre les États membres très différentes, voire très divergentes. Que ceci soit corrélé ou non aux situations économiques nationales. La deuxième évolution face au monde, je n'ose dire aujourd'hui face au reste du monde, c'est une poursuite de l'érosion de ce que représente l'Europe face à la population mondiale. Pour fixer les idées, aujourd'hui l'Europe dans la population mondiale, c'est 7%, ce sera 6% en 2025, ce sera 5% en 2050. Sur le plan économique, je le rappelle, c'est 20% aujourd'hui, 17% en 2025, 12% en 2050. Le premier impact de ces évolutions, c'est d'abord l'évolution des rapports de force internes à l'Union européenne. Pourquoi j'évoque cet impact, cette évolution? Parce que il se trouve que le traité de Lisbonne, on l'a un peu oublié parce que ce dispositif n'est pas encore en vigueur, a introduit des références démographiques
dans la prise de décision et dans la pondération des positions des États, avec des sièges au Parlement européen qui dépendent évidemment des populations, avec aussi ce qu'on appelle la double majorité qui ne sera en vigueur qu'au 1er novembre prochain. On l'a totalement oublié. C'est aujourd'hui une situation qui avantage l'Allemagne, du point de vue de son poids relatif démographique. C'est une situation qui est appelée à évoluer dans les années, les décennies à venir, puisque les statisticiens hésitent sur la perspective. Entre 2030 et 2045, la France, puis le Royaume-Uni, devrait dépasser l'Allemagne. Et à soi seul, c'est une évolution qui peut être importante. Si les négociations d'adhésion avec la Turquie devaient s'accélérer, ce qu'il est difficile d'anticiper aujourd'hui, il est évident qu'à égalité du système de décision, la perspective d'une Turquie de 95 à 100 millions d'habitants d'ici 2030, ce sera un paramètre capital dans l'éventuelle conclusion de cette négociation. Alors, cette évolution sera très lente, elle n'est pas absolument certaine. Il va de soi aussi que tout dépendra du poids relatif des décisions majoritaires par décision par consensus. Il est clair aujourd'hui, en plus, que les situations économiques pèsent d'un poids particulier dans la pondération réelle des positions entre les États, mais c'est une évolution à laquelle il faut se préparer. Ce qui pourrait corriger cette évolution, ce sont les migrations internes, auxquelles on a fait allusion il y a un instant, puisque la pondération que j'évoque résonne en termes de population résidente. Et il est parfaitement possible, même si Henrik en a dit à un instant les limites, que dans une Allemagne qui connaît le plein emploi et qui va perdre 6 millions d'actifs dans les 10 années qui viennent, une Europe du Sud avec un taux de chômage à 25-30% dans certains pays pourrait donner lieu à des mouvements de population de travailleurs du Sud vers le Nord. Deuxième impact, l'impact sur le contenu des politiques. Là aussi, Henrik l'a dit, pour un pays comme l'Allemagne, priorité au financement de la dépendance, priorité aux dépenses de santé, priorité au désendettement. Pour des pays qui vont continuer à connaître une expansion démographique, comme la France ou le Royaume-Uni ou d'autres, priorité aux dépenses d'éducation, aux dépenses de logement, aux dépenses d'infrastructure. Ce qui conduit à une conclusion assez évidente. Nous aurons besoin, dans le policy mix européen dans les années qui viennent, de davantage de différenciation et de davantage de flexibilité. J'ajoute que si les migrations que j'évoquais à l'instant du sud vers le nord devaient se concrétiser et s'intensifier, il me paraît clair qu'elles exerceront une pression supplémentaire pour davantage d'intégration sociale et budgétaire. Troisième impact face au monde cette fois, et à la lumière de cette évolution de réduction de la part relative de l'Europe face au monde. C'est une contestation grandissante de la place des Européens dans le système multilatéral en particulier. Déjà aujourd'hui, 2 États membres permanents du Conseil de sécurité sur 5, 4 membres du G7, 4 membres ou 5 du G20, selon qu'on inclut ou pas l'Union européenne, la Commission européenne, pardon. Ceci est déjà contesté. La contestation ira grandissante dans les années et décennies à venir. La solution, c'est davantage d'expression collective, davantage de représentation collective, reste à le mettre en œuvre d'une manière qui ne nous fait pas perdre en influence. C'est une question éminemment diplomatique. Deuxième conséquence, au plan des relations entre l'Union et le reste du monde, les politiques migratoires. La politique migratoire européenne a été conçue avant tout sur un mode défensif depuis sa conception. Elle devra s'ouvrir davantage, à la fois en raison de la pression qui s'exercera sur l'Europe et aussi en fonction de ses besoins économiques. La difficulté, c'est comment concevoir une politique d'émigration unifiée dès lors qu'il y a libre circulation à l'intérieur de l'espace européen, tout en tenant compte de ces situations différentes entre les États. Mais cela suggère également une autre conclusion, qui est davantage cette fois-ci de l'ordre du souhaitable que de la prévision, c'est de parvenir à repenser la relation entre l'Europe et l'Afrique. Et la dernière carte qui a été présentée tout à l'heure par le professeur Grattalou est extraordinairement éclairante. Cette complémentarité des couleurs entre l'Europe et l'Afrique suggère évidemment une politique ambitieuse
par laquelle l'Europe essaierait de se construire un hinterland aussi solide que possible, euro-africain. Mais encore une fois, c'est de l'ordre du souhaitable, ce n'est pas nécessairement de la prévision, compte tenu de la difficulté qu'il y a à bâtir une attitude commune des Européens vis-à-vis de l'Afrique dans son ensemble. Et donc, ma conclusion, mais encore une fois, elle sera du mode du souhait davantage que de la prévision, de ce qu'il faudrait faire plutôt que de ce qui se fera nécessairement. Ce sera davantage d'intégration, plus d'expression collective, plus de différenciation et plus d'ouverture au monde, et en particulier à notre environnement le plus proche. Je vous remercie. Et l'argent dans tout ça, Éric Lombard, vous qui gérez l'épargne de cette population qui vieillit, qui épargne donc de plus en plus, c'est une épargne qui doit aussi, dans ce contexte, à la fois les protéger, être une épargne de précaution et une épargne d'investissement pour, malgré tout, continuer à préparer l'avenir. Oui, la question de la gestion de l'épargne dans le cadre ainsi posé, elle est extrêmement simple. Donc les États ont de moins en moins d'argent, il y a peu de croissance et les populations vieillissent. Quel est le rôle d'un assureur ou d'un gestionnaire d'épargne dans cet environnement? Il est extrêmement simple. Voilà, quelqu'un arrive, en moyenne il a 40 ans, 45 ans, et il dit voilà, j'ai une phase d'accumulation d'épargne qui va durer 20-25 ans, puis après j'ai une phase de décumulation. Et donc, je souhaite que pendant toute cette période, l'assureur, le fonds de pension, encore une fois, le rôle de l'État diminue à chaque étape, me garantisse au moins à la fois la protection de ce capital et le versement de la rente ensuite en phase de retraite. Alors, pour dire des choses très, très simples, parce qu'à la fin, la question, c'est comment on investit. Sur la durée, sur une durée de 30 ou 40 ans, l'épargnant, il veut au moins protéger son capital, c'est-à-dire qu'on lui couvre de l'inflation et de la croissance anticipée. L'inflation est faible, la croissance anticipée est faible, mais en gros, il demande au moins d'avoir 2% par an. On va juste mettre quelques chiffres très simples sur la table. Bon, si on veut verser 2% par an à nos clients sur une période de 50 ans, il faut au moins qu'on investisse, je dirais, à 3% de rentabilité de nos investissements. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques frais de gestion. Comme il y a des ELA, il faut qu'on mette un peu de réserve et puis il faut qu'on rémunère un peu le capital. Je parle en termes très simplifiés. Or, et c'est là que l'équation devient très complexe dans le monde qui vient d'être décrit, comment obtenir du 3% de rendement sur des investissements? Et on parle de capitaux très significatifs. En France, les capitaux placés en assurance vie, c'est presque le niveau du PIB, 1600 milliards, alors que le PIB est à 2000 milliards. Si on prête en Allemagne, le meilleur risque en Europe, ça rapporte 1,3% par an quand on prête à 10 ans. Si on prête même en France, ça rapporte 1,7%. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher du crédit aux entreprises. Effectivement, c'est ce que nous faisons de plus en plus. Nous finançons les entreprises, nous finançons l'économie. Le seul problème, comme Laurence l'a dit en introduction, c'est qu'il y a une telle abondance de liquidités, c'est que si on veut aussi garantir le capital dans la durée, il faut que le rendement que nous avons couvre éventuellement le risque que nous avons. Aujourd'hui, en matière de financement d'entreprise, le coût de financement des dettes ne correspond pas du tout au risque réel tel qu'il devrait être pricé, parce que tout le monde achète ces actifs-là. Donc, on a aujourd'hui, quand on prête à des entreprises de taille moyenne, des rendements qui sont même inférieurs aux 3% dont je parlais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que nous devrions faire et qu'est-ce que nous souhaitons faire pour aller, encore une fois, très vite? Eh bien, d'abord, tous les projets d'infrastructure, tous les projets d'investissement dont on nous parle depuis hier, parce que la seule solution pour retrouver de la croissance, pour retrouver un espace de développement pour nos vieux pays, c'est bien l'investissement. C'est bien ce que nous disons depuis hier. Et cette épargne, elle est prête à financer ces projets d'investissement. Elle est prête à financer les infrastructures techniques, même les infrastructures d'éducation. La seule difficulté que nous avons, et elle est très concrète, c'est que ces projets, il y en a extrêmement peu. Voilà. La pompe, elle peut s'amorcer, elle part du projet. Encore une fois, les financements sont là. Et puis, il y a un deuxième levier qui est possible. On voit bien que le problème qui était décrit auparavant, c'est les évolutions très divergentes des populations. Et on a parlé notamment de l'Allemagne et du Japon. La logique dans ces cas-là, c'est soit on fait bouger les gens, et notre ami allemand vient de rappeler qu'en Allemagne, ce n'était pas évident, le problème d'ailleurs est exactement le même au Japon, soit on pourrait faire bouger les capitaux.
et que les capitaux européens excédentaires, du fait de notre épargne, aillent s'investir. Alors en Allemagne, ça c'est pas très compliqué, on le fait déjà, mais y compris dans le monde en développement et en croissance. Et là, on bute sur un problème sur lequel nous n'avons pas trouvé de solution, c'est la question des taux de change. En réalité, on sait se protéger de beaucoup de risques, on sait mesurer beaucoup de risques, mais pas sur les taux de change. Sur les taux de change, on est, depuis plusieurs années, dans une réelle guerre des monnaies. Je ne vais pas y revenir parce que ce serait un autre sujet pour au moins 7 autres minutes, mais c'est ça la réalité. Et donc, la volatilité des variations des taux de change, elle peut être sur une année de quelques pourcents et sur l'espace de 10 ou 20 ans de 20 ou 30%. On ne peut pas investir un capital qu'on doit garantir, c'est la conclusion simple du sujet, dans une monnaie qui n'est pas la sienne. Où on peut le faire, mais marginalement. Et donc, toute cette épargne à long terme, dans tous les pays, elle est quelque part coincée dans la zone monétaire du pays en question. Et donc, la réalité aujourd'hui très simple de la situation mondiale, c'est qu'il faudrait, pour gérer les déséquilibres, qu'il y ait soit une mobilité des gens, et on voit bien qu'elle est assez compliquée pour des raisons et politiques et historiques et autres, soit une mobilité des capitaux qui, en réalité, n'est pas possible pour les capitaux longs, parce que la mobilité ne permet pas d'assurer la garantie du capital que nous devons assurer. Donc c'est ça le problème très simple de l'épargne longue, et qui est un problème qui fait qu'il y a, pour conclure cette partie, une épargne qui est prête à financer tout ce dont nous avons besoin pour relancer l'économie mondiale, mais aujourd'hui nous n'avons pas les outils ni en termes de projets d'infrastructure, ni en termes d'allocation envers des pays émergents ou non d'ailleurs qui en ont besoin. Alors, je ne voudrais pas conclure sur cette vision pessimiste, mais comme cette année, le Cercle des économistes a eu l'initiative originale et je trouve très bienvenue d'inviter 50 startups. Generali en a invité 2 qui sont dans la salle et je voudrais juste prendre la minute qui me reste pour les présenter parce que là, il y a un ferment d'avenir et de croissance avec toutes ces initiatives qui se développent en France. Il y a la start-up de Samantha Pastour qui est ici et qui propose de réparer de façon itinérante tous les objets électriques et électroniques qu'aujourd'hui on jette dès qu'ils sont cassés. Éventuellement, vous allez la voir, elle vous expliquera. C'est un projet très brillant. Elle est juste là. Levez-vous quand vous voit. Comment s'appelle cette start-up ? Alors, la start-up s'appelle Répartout et il y a des réseaux de réparateurs en camionnette qui viennent et qui peuvent réparer tout. C'est quand même une contribution utile au développement durable et puis aussi à la croissance d'une nouvelle activité. Et puis, il y a Amélia Lacrafi qui, elle, a un projet très innovant qui s'appelle Bizinov. Et alors là, c'est un projet de sécurité pour les utilisateurs de systèmes informatiques, qui est même utilisé par des agences d'espionnage, pour le dire simplement, puisque c'est une reconnaissance des personnes, non pas par des codes qui peuvent être copiés, même les codes, mais par la façon de taper sur les claviers qui est unique et qui ne peut pas être copié. Et donc, le système permet de reconnaître la façon... Oui, non, c'est un truc absolument génial. Comment s'appelle donc la start-up ? Alors, la start-up s'appelle Bizinov et le sujet, c'est la biométrie comportementale. Et voilà. Et donc, c'est aussi pour montrer qu'il y a partout des initiatives et des développements porteurs d'espoir. Merci de votre attention. Vous travaillez déjà avec la NSA ? Non ? Ah oui, et pour la réparation, c'est vous. Pour la NSA, c'est vous. D'accord. Ok. Pardon pour ce Larsen. Merci beaucoup. Panorama assez large. Vous savez que la tradition, c'est que la première question soit posée par un étudiant. Donc le temps que vous prépariez les questions suivantes, c'est Mademoiselle, qui est étudiante à Sciences Po Aix, qui va vous poser la première question. Bonjour, donc Natacha Brun, étudiante à Sciences Po Aix. Donc, lors de vos différentes interventions, vous avez donc en partie parlé du problème posé par les déséquilibres démographiques et de la possibilité d'une solution apportée par l'immigration. Donc, j'aimerais élargir cette question à l'échelle mondiale et en particulier aux situations démographiques qu'on voit en Asie ou en Afrique. Et donc j'aimerais vous demander si vous pensez que l'immigration pourrait être une solution économiquement et socialement durable pour résoudre ces déséquilibres démographiques mondiaux. Alors, l'immigration est-elle une solution ? Qui veut répondre ? Éric Lombard.
on va demander effectivement, on va demander à Samantha un coup de main. Ma réponse est clairement positive sur un plan. Enfin, c'est non seulement une solution, mais c'est probablement la seule que nous avons. Et notamment, c'est la seule solution qu'ont les pays qui sont en décroissance démographique. Parce que le Japon, en 2050, aura une population qui aura baissé de 25%, l'Allemagne aura une population qui aura baissé de 5%, la Russie a une population qui baisse. De ce côté-là, je voudrais rappeler que la France a une situation très favorable, parce que notre population aura augmenté de 10%, et ça, c'est un avantage compétitif et stratégique important. Et donc, une façon... Mais notre ami allemand l'a dit aussi de façon très claire, avoir une immigration qui permet d'assurer un équilibre et même une croissance démographique est un élément de politique économique évidente. D'ailleurs, il y a quand même un exemple très réussi de cela depuis 2 siècles, ce sont bien les États-Unis qui le font de façon constante. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose, allez-y Yannick. Peut-être un mot sur l'Allemagne. La question, c'était sur la durabilité. Est-ce que c'est durable? Est-ce que ça peut rester comme ça? L'Allemagne, comme beaucoup d'autres pays en Europe d'ailleurs, a accueilli des Turcs. D'autres pays ont accueilli il y a une population portugaise en France, une population italienne. Il y a eu cette migration intra-européenne dans les années 50, pendant les 70, pendant les 30 glorieuses. On a vu dans tous les pays les défis que ça posait aux sociétés d'intégrer ces ouvriers, ça à long terme. Et donc si on ouvre aujourd'hui un nouveau volet, il faudrait que ce soit bien préparé. Mais je suis convaincu, surtout en Europe, qu'il s'agisse de la solution réelle et donc durable. Mais il faut bien la préparer. Et le changement sociologique pour les sociétés, il est de taille. Monsieur, et puis je ne vous oublie pas, monsieur. Moi, je voudrais d'abord parler de la mobilité de main-d'œuvre plutôt que de parler de l'immigration. C'est un concept plus différent, plus large. Merci pour votre présentation et vous présentez la mobilité de main-d'œuvre comme étant une solution qui existe, qu'on garde de côté le jour où on en a besoin, on la fait intervenir. Alors ma question, est-ce qu'elle est vraiment possible, cette mobilité de la main-d'œuvre du sud vers le nord? Avec les progrès de la scolarisation dans le sud, maintenant un pays comme le Liban a un taux de fertilité inférieur à celui de la France. Le taux de fertilité de la Tunisie égal à celui de la France. Le Maroc se rapproche et va bientôt faire de même. Et les autres pays, on a une transition très rapide. Ce n'est pas à l'échelle de la transition démographique qui a eu lieu dans les pays du Nord. C'est une transition extrêmement rapide. Et deuxième partie de la question, étant donné que l'on parle de mobilité de la main-d'œuvre, de quelle main-d'œuvre s'agit-il? Il s'agira certainement d'une main-d'œuvre qualifiée, disons semi-qualifiée pour s'occuper des vieux. Il faudra plus d'infirmiers, il faudra plus désolé pour l'emploi du mot vieux, je ne veux pas être... mais ça pose 2 problèmes. Est-ce que cette main-d'œuvre qualifiée existe? Et même si elle va exister dans l'avenir, il faudra faire quelque chose maintenant, plutôt. Et est-ce que cela ne pose-t-il pas un problème éthique aussi? Est-ce qu'on peut prendre une main-d'œuvre qualifiée à des pays qui en manquent eux-mêmes? Est-ce que ces problèmes sont débattus en Allemagne ou ailleurs en Europe? Voilà, il y a beaucoup de volets dans votre question, mais elle est très intéressante. Merci beaucoup. Notre ami géographe veut-il dire un mot là-dessus ou je sais pas? Et, enfin, sur la qualification de la main-d'œuvre, je dois être assez incompétent. Simplement, je voudrais rappeler que chaque fois, il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais insister. La première, c'est que les temporalités démographiques sont longues, malgré tout. C'est-à-dire que même quand la fertilité baisse en Tunisie, comme elle a baissé par exemple en Iran dans les années 70, à ce moment-là, la population devient très jeune, malgré tout. Il y a beaucoup de jeunes adultes. C'est très intéressant d'ailleurs si on sort de l'aspect strictement économique. Ce n'est pas le cercle des politistes ici, certes, mais il faut penser que si on prend l'âge moyen d'une population, c'est toujours au moment où la population est la plus jeune, en moyenne, que l'on a des moments politiques importants. La France n'a jamais été aussi jeune qu'à la fin du XVIIIe siècle, ou bien dans l'après-guerre, après avoir beaucoup vieilli, que dans les années 60, à la fin des années 60. Ou, puisque je citais l'Iran, un de mes collègues géographes spécialistes de l'Iran, Bernard Ourcade, a calculé que c'était en 79, au moment de la révolution de Khomeini, qu'il y avait eu l'âge le plus bas, l'âge moyen le plus bas de la population. Donc il faut penser à ce contexte-là et à ce contexte plus global sur les mobilités, les éléments de mobilité que ça peut avoir. Deuxième remarque du géographe, c'est que justement, les migrants, ce ne sont pas que des travailleurs. Je ne veux pas parler regroupements familiaux, mais au contraire filières.
C'est-à-dire qu'on les a beaucoup étudiées, ces filières. Mais ça signifie de part et d'autre des métissages dans du temps très long. On voit très bien combien entre le Maghreb et la France, par exemple, c'est une histoire de 2 siècles, vous avez des créations de filières, de symbiose de sociétés, et c'est à ce rythme-là que l'on peut avoir des transformations des 2 bouts. Et c'est dans ce contexte-là que l'on peut avoir des réussites en matière de ces éléments qui vont permettre de compenser les différences d'âge et les différences de population active dans le monde, je crois. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter la réponse, sinon on passera à la question suivante. Voilà. Bon, monsieur, alors. Et en principe, c'est la dernière question, me dit-on, s'il y en a une comme ça. Mais je peux me taire. Non. Vous, justement, pour vous, c'est la dernière, mais j'allais dire que je fais un petit bonus. Bon, Jean Matouk, universitaire. Ma question s'adresse à notre ami allemand. Dans la mesure où on est tout à fait d'accord que tous les pays très endettés doivent faire d'énormes efforts budgétaires, tenir les normes de Maastricht, qui sont tout sauf idiotes, hein. Cela dit, c'est quand même pas à 0,1% près quand même, mais dans la mesure où on est tous d'accord là-dessus, pourquoi Mme Merkel se refuse-t-elle systématiquement à ce qui est une relance européenne, sachant que l'Union européenne n'est pas endettée, qu'on peut imaginer de créer une entité correspondant à l'euro qui n'est pas non plus endettée, et qui pourrait très bien emprunter 500 milliards sur le marché international, puisqu'on surabonde de liquidités partout, pour faire des investissements d'infrastructures, y compris en Allemagne, où elles sont extrêmement déficientes maintenant, et relancer ainsi la croissance. Personne ne croit ce qu'elle affirme, c'est-à-dire que c'est par la seule augmentation de compétitivité qu'on assurera la reprise de la croissance en Europe. Je crois qu'elle s'adresse à moi, oui. Alors, elle s'adresse à Madame Merkel, donc c'est à Madame Merkel de répondre. Je ne peux pas parler, non, je ne peux nullement parler pour elle, mais je peux vous donner 2 éléments de réponse. Le premier élément de réponse, l'Allemagne a quand même montré pas mal de flexibilité ces derniers temps par rapport à l'interprétation des règles. Quand vous regardez aujourd'hui le déficit, par exemple, en France, qui est de 4,3%, si je ne me trompe, c'est au-delà des 3%. Et vous avez là quand même une approche qui consiste à dire qu'il n'y a pas de sanction directe, on tolère. L'Allemagne ne veut pas changer les règles. Et je dois dire, je comprends cette approche. Changer les règles aujourd'hui ne serait pas la bonne manière. En revanche, rester intelligent sur la manière d'interpréter les règles, c'est une manière de permettre un peu plus de relance dans les pays en crise. En fait, je vais faire 3. Deuxième point. Je vais en faire 3. Le deuxième point, c'est que je suis en désaccord avec Mme Merkel par rapport au poids ou à la reconnaissance qu'on attribue aux investissements dans les pays en crise. Il y a une grosse erreur qui est faite en ce moment dans les pays en crise par rapport à l'investissement, parce que l'austérité à court terme, on commence toujours à couper là où l'argent est directement disponible, c'est dans les investissements. La bonne austérité ou le bon désendettement, c'est celui qui s'attaque à la structure des dépenses publiques, à la structure des dépenses en général. Au contraire, les investissements, il faudrait mettre plus l'accent là-dessus. Donc, cela dit, je pense que même le gouvernement allemand est beaucoup plus proche de ça. Bon, troisième point. Vous avez posé la question, pourquoi l'Europe ne peut-elle pas s'endetter pour permettre cette relance en Europe ? Je trouve cette idée très intéressante et je pense qu'on pourrait y réfléchir beaucoup plus, mais à 2 ou 3 conditions. Donc, ce que vous dites, en gros, c'est la croissance doit venir du niveau européen, mais le désendettement ou les économies doivent se faire au niveau des États. Cette combinaison, elle est très, très bonne. La question, c'est comment garantir cette dette au niveau européen. Le traité, on ne peut pas changer le traité, interdit à l'Union européenne d'accumuler de la dette. Nous n'avons pas la possibilité. Donc il faudrait que ce soit une structure des États membres qui se mettent ensemble. Nous avons ça déjà dans les programmes de sauvetage, le SM, d'autres. On pourrait aller au-delà de ça, mais ça pose un vrai défi à la loi fondamentale, à la Constitution allemande en termes de garanties qui sont possibles et tout ce que cela implique. Ce qui est la question que se pose en même temps par rapport à ça le gouvernement allemand, c'est, je répète juste ce qui est dit, je vous donne pas mon point de vue là-dessus, c'est si ça s'accompagnerait par un recul de la volonté de mettre en place des réformes dans les pays en crise,
Ce n'est pas ce que l'Allemagne souhaite. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un accord où il y a plus de relance au niveau de l'Europe et en même temps une crédibilité de la continuation des réformes au niveau ou dans les pays en crise. Si on arrive à mettre en place un pacte de ce type-là, on aurait fait un grand bond en avant et je crois qu'on se mettrait d'accord sur ça tous les deux. Merci. Ça pourrait s'appeler pacte de responsabilité, par exemple. Toute dernière question, parce que j'avais promis qu'il y en aurait une dernière. Mais en tout cas, c'était un très très bon échange. Ça, c'est très intéressant ce que vous avez dit, parce qu'on a vraiment deux logiques. Celle de la relance européenne et en même temps la vision allemande qui est finalement responsable pour l'ensemble des Européens. Donc si c'est pour faire de la relance que les Allemands sont responsables et qu'on fait n'importe quoi derrière, ça ne marchera pas. Voilà. Bonsoir, merci pour la dernière question. Donc tout d'abord, je ne suis pas économiste. Vous pouvez vous présenter ? Excusez-moi, Stéphane Mouille, je suis étudiant à Sciences Po en formation continue. Bonjour. Non mais levez-vous, on verra bien. Allez, vous êtes jeune, vous êtes en forme. Et je suis de formation plutôt ingénieur. Et donc je voulais juste me permettre de faire un petit cahier des charges et vous le proposer. J'ai entendu parler de rupture technologique, d'innovation financière. J'ai entendu ce soir que les assureurs et les banquiers cherchaient des placements à 3% pour pouvoir se rémunérer les fonds de pension de retraite. Et un État plutôt endetté. Donc j'ai une question, elle est stupide je pense, mais je vous la pose quand même. On a vu EDF qui a fait des obligations sur 100 ans. Donc ils ont changé les règles du jeu, ils ont passé de l'emprunt à l'obligation. Pourquoi les États, et notamment l'État, le gouvernement français, ne fait pas un prêt de 1800 milliards d'euros à 3 ou 3,5% pour convenir à vos besoins financiers sur 65. Oui, mais sur 65, 70 ans, 80 ans, ça permettrait d'abord que nous payions nos propres dettes, puisque j'ai entendu aussi des étudiants dire vous allez nous laisser votre dette et il faudra la payer. Donc un crédit traditionnel amortissable permettrait de payer nos propres dettes, au moins à commencer à les payer. D'alléger le budget de l'État d'une dizaine ou une quinzaine de milliards d'euros, puisque si on fait un crédit amortissable sur une période plus longue, on va générer un volant de 10 à 15 milliards d'euros, et entre nous, de pouvoir reconstruire de la croissance avec cet argent qui est dégagé. Je pense que les traités et les règles financières ne le permettent pas, mais je me permettais de vous poser cette question en fonction de tout ce que j'ai entendu durant ces 2 jours. Je vous remercie. Laurence. Non, elle n'a plus le droit de répondre, ça y est déjà. Ouais. Eh bien, c'est Laurence, dit-on. Il est 6h15 et l'ingénieur de la salle me fait des signes désespérés pour qu'on vous libère, ce qui tombe très bien. Alors on en restera là. Je voudrais vous remercier les uns les autres, notamment messieurs Oshima et Minglu, qui ont fait beaucoup de kilomètres d'être venus. Je voudrais qu'on les applaudisse, ainsi que les autres intervenants. Voilà, l'un d'entre vous disait, c'est au moment où on a le plus de jeunes dans la population qu'on a les moments les politiques les plus importants. Alors faites des bébés pour que ça bouge.